Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. Toutes nos excuses pour le retard à l'allumage de cette émission. Merci quand même de nous suivre. Alors, vous le savez, l'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11h. Elle permet aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien de jeter un regard critique sur cette même actualité à travers décryptage, analyse et commentaires. Pour ce dimanche, 4 sujets sont au menu. Nous parlerons donc des conclusions du dialogue politique au Burkina. Nous parlerons également de la conférence de presse de l'APMP, donc l'Alliance des partis de la majorité présidentielle, le lancement du parti politique du professeur Augustin Loada, le MPS donc est également au menu. Et enfin, nous parlerons de la désignation de Kamou Malo comme nouveau sélectionneur des étalons du Burkina. Alors pour discuter de tous ces points de l'actualité, je suis en compagnie de 3 confrères de la presse nationale autour donc de la table. Boukari Woba de Mutation, bonjour. Nous avons également avec nous Juvenal Somé de infowakat.net. Bonjour Somé. Bonjour. Yacinthe Sanou de Omega FM est également avec nous. Bonjour. Bonjour Sayon. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors entamé donc le 15 juillet dernier sur l'initiative du président du FASO, le dialogue politique a livré ses conclusions en début de semaine. C'est un dialogue qui s'imposait donc au regard du contexte politique du Burkina et les deux camps y sont allés avec des positions diamétralement opposées sur certaines questions, mais à l'issue du conclave, il y a eu consensus autour de la majorité des points inscrits à l'ordre du jour donc de ce dialogue. Alors c'est un dialogue que vous avez suivi. Vous avez également vu les conclusions de ce dialogue. Comment justement appréciez-vous les résultats auxquels la classe donc politique est parvenue à l'issue donc de ces 8 jours de pourparlers? Woba. Merci. Vous dites bien qu'ils sont parvenus à un consensus sur la majorité des points qui étaient inscrits à ce dialogue-là. Je pense que c'est peut-être même plus que la majorité, puisque il y avait quand même beaucoup de points non consensuels. Exactement, il y avait quand même beaucoup de points qui étaient inscrits donc à ce dialogue-là. Et au final, c'est seulement la pièce de votation pour les Burkinabés de l'extérieur. C'est sur ce point-là que les deux camps n'ont pas pu trouver donc consensus. Mais là aussi, quand on écoute les deux parties évoquer le sujet, on voit qu'il n'y a véritablement pas d'animosité entre les deux camps et qu'il y a une sorte de disposition d'esprit à pouvoir poursuivre le dialogue autour de ce point-là pour obtenir certainement un point de consensus. Pour l'ensemble, peut-être là où il aurait pu avoir justement des divergences, c'est sur les questions électorales, notamment les révisions à apporter au code électoral, l'échéance des élections, oui. Voilà, d'éventuelles réformes au niveau de la CENI ou ailleurs. Donc, sur ce point-là, on aurait pu effectivement avoir des divergences, mais ils ont quand même obtenu... oui, et sur ce point, il y a certains observateurs qui disent qu'ils s'attendaient peut-être à ce que les politiques décident ensemble du report des élections de 2020, notamment la présidentielle et les législatives. Est-ce que vous êtes convaincu, en tout cas, que dans la situation actuelle du Burkina Faso, on peut organiser ces élections en 2020 sans souci? Oui, je dirais peut-être pas sans souci, mais en tout cas, au stade actuel de la situation, je ne vois pas de raison déjà en mi-juillet aujourd'hui de décider qu'on ne pourra pas tenir les élections en 2020. Pour quelle raison? Peut-être parce que la CENI n'est pas prête, parce que la question des Burkinabés de l'extérieur n'est pas encore réglée, donc j'en viens, il peut y avoir plusieurs points, ou parce qu'il y a un problème de sécurité au plan national. Si on décide de reporter les élections qui n'auront lieu qu'en novembre, n'est-ce pas, 2020, alors que nous ne sommes qu'en juillet 2019, je ne vois aucune garantie qu'on pourra tenir ces élections si on les projette sur 2021 ou 2022. Donc, c'est tout simplement à la date d'aujourd'hui de maintenir l'agenda électoral tel que prévu par la Constitution, parce que c'est quand même fondamental. C'est la Constitution qui veut qu'on puisse organiser des élections en 2020, que ce soit la présidentielle ou les législatives, et que le laps de temps qui nous reste entre aujourd'hui et 2020, qu'on puisse justement
consacrer le maximum de nos efforts pour pouvoir améliorer notre situation sécuritaire. Je crois que déjà penser à un report, c'est même renoncer justement à un effort qui pourrait améliorer la situation nationale. La situation sécuritaire, oui. Notamment, oui. Sommet, est-ce que vous partagez déjà l'avis donc de Woba donc sur cette question? Oui, pour ce qui est des élections présidentielles et même des élections législatives, c'est une grave décision. Hein. Le report d'une élection présidentielle, qui est une échéance capitale dans la vie d'un pays, la reporter, ce n'est pas une simple affaire, évidemment, de date, parce que ça implique beaucoup d'autres aspects, beaucoup d'autres éléments juridiques. On rentre finalement dans une incertitude et on n'a pas la garantie qu'en reportant l'élection, évidemment, on va résoudre le problème qu'on est censé, évidemment, aborder. Donc, je pense, à mon avis, comme le disait Boukari, qu'on a encore un laps de temps qui peut permettre, évidemment, d'avoir une meilleure approche de la situation, sans se précipiter, évidemment, et puis en tenant compte d'un certain nombre d'aspects. Je pense que la date qui ne sépare, évidemment, des élections peut permettre, de mon point de vue, d'aller dans une approche, je dirais, graduelle pour pouvoir avoir une idée précise de la situation. D'accord. Alors, donc, vous partagez le même avis donc, sur ce point. Mais sur l'image même que la classe politique a donnée donc, lors donc, des conclusions de cette rencontre, de ce dialogue politique, est-ce que vous avez été surpris au regard donc, des difficultés ou des divergences qu'il y avait donc, entre les deux camps au départ? Non, je ne suis pas surpris. Par contre, je pense que ce dialogue, de mon point de vue, peut être abordé de deux manières, hein, plus ou moins différentes. D'abord, en démocratie, c'est tout à fait une constante qu'il y ait un débat entre la majorité et l'opposition. Ce n'est pas évidemment une invention au Burkina Faso, on l'a vu, même aux États-Unis. Le président républicain, il arrive qu'à un moment donné, il approche évidemment la majorité démocrate, s'il est évidemment républicain, et vice-versa. En Allemagne, on l'a vu. En France, on a vu que le président Macron, évidemment, aussi a consulté, évidemment, à un moment donné, son opposition, la classe politique, pour discuter d'un certain nombre de choses. Donc, pour moi, le principe même du dialogue, évidemment, c'est que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, le problème se pose, à mon avis, à partir d'un moment où il ne faut pas que ce dialogue puisse arriver à diluer un certain nombre de demandes de responsabilité et évidemment masquer évidemment un certain nombre d'aspects qui relèvent de la compétence évidemment du chef de l'État qui a été élu. Vous pensez à quoi exactement? Je pense que par exemple il y a des questions sur lesquelles, les questions électorales par exemple, je pense que le chef de l'État doit avoir le courage, de mon point de vue, de trancher sur un certain nombre de questions et évidemment de ne pas donner le sentiment qu'il gouverne avec, je ne sais pas moi, voilà, on n'a pas élu un consensus. Voilà, on n'a pas élu, les Burkinabés n'ont pas élu en 2015 un duo ou un trio à la tête du pays. Ils ont élu un chef de l'État qui doit avoir le courage à un moment donné aussi de faire des propositions sur un certain nombre de questions. Qu'il s'agisse même de la carte des conditions de votation dont parlait Boukari tout à l'heure, où il n'y a pas eu de consensus, sur d'autres aspects, sur la sécurité. Moi, j'attends du chef de l'État, au-delà de ce dialogue, qu'il puisse avoir le courage à un moment donné aussi de trancher sur un certain nombre de questions. Oui, donc définitivement sur certaines questions, oui. Mais à l'opposé, il y a des gens aussi qui pensent que ce dialogue fragilise l'opposition qui est vue d'une certaine manière comme aussi comptable, donc entre griffes, hein, de la gestion actuelle des affaires. Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'opposition est comptable du moment où elle ne gère pas le pouvoir. Mais déjà, on peut en tout cas lui reconnaître d'avoir tiré la sonnette d'alarme sur certains points et d'avoir apporté certaines questions essentielles du moment à la table de ce dialogue politique-là. Et je pense qu'elle a donné aussi un signal fort au Burkinabé. Aujourd'hui, on parle un peu de la problématique de réconciliation nationale. Lorsque vous voyez les deux co-présidents, lorsque le chef de file de l'opposition serre la main et discute avec le président donc, de la PMP, Simon Compaoré, tout en ayant une affaire en justice avec la même personne, ça veut dire qu'on peut transcender nos divergences, quelles qu'elles soient, pour en tout cas trouver un consensus autour de la question nationale. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ce dialogue-là. Et bien sûr, les conclusions, comme l'a dit Juvenal, aujourd'hui, la balle est dans le camp du chef de l'État. Il y a un ensemble de points consensuels déjà, qu'elle lui
déjà le calendrier qui va se donner, quelle est l'approche qu'il va avoir, c'est ce qu'on attend de lui. Bien sûr, la question non consensuelle, et qui pour moi est l'une des questions essentielles, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du vote des Burkinabés à l'étranger, il y a la question de la carte consulaire qui se pose. Il faut forcément trancher cette question-là. Quelle est la politique qui va être appliquée? Soit on va en rediscuter et trouver un point consensuel, soit on va trancher. Je pense qu'il va falloir très vite le faire, parce que il est en tout cas attendu aujourd'hui qu'on aura bien les élections en 2020. Oui, il y a des gens qui pensent, qui sont un peu pessimistes, qui disent que ce dialogue, ils ne sont pas sûrs que le climat politique sera aussi apaisé jusqu'en 2020. Bien sûr, si les juges électoraux ont presque commencé déjà sans le dire, on le sait, on a 1 an de la présidentielle, aucun candidat ne va s'asseoir à attendre qu'on lance officiellement les campagnes avant de rentrer sur le terrain. Donc aujourd'hui, on sent déjà certains se faire voir sur le terrain, en tout cas, certains affirmer leur position. Donc il va falloir s'attendre à ce qu'on ait quelques coups bas, forcément en politique, mais je ne pense pas avec ce qu'on a eu comme expérience, en tout cas historique et politique au Burkina, qu'on puisse vraiment glisser sur un autre terrain que celui des joutes électorales. D'accord, oui, Ouba. Oui, un point quand même très important de mon point de vue. Juvenal le disait, il faut que le président à un certain moment sache décider définitivement. Et un point sur lequel on attend le président jusqu'aujourd'hui, c'est la question de la nouvelle constitution, qui a été encore discuté à l'occasion de ce dialogue politique. Je crois que les acteurs politiques ont encore une fois dit qu'ils laissent le choix au président de fixer la date de l'élection. Mais en même temps, je crois qu'ils sont d'accord qu'il faut adopter cette constitution avant 2020. Les élections de 2020, pas coupler ça avec qu'il ne faut pas coupler les avec autres aucune élections. élection. Oui. Donc, l'élection présidentielle et législative, probablement couplée en 2020, c'est dans 16 mois en gros. Et si on veut adopter une nouvelle constitution avant la présidentielle et législative couplée, c'est-à-dire c'est avant 16 mois. Donc, c'est-à-dire que nous sommes à moins de 16 mois d'une élection. Et même si on veut être réaliste, normalement, il faut adopter quand même une nouvelle constitution à quelque chose de 4-5 mois quand même avant la présidentielle. Donc, on est à peine 10 mois d'une élection nationale, parce qu'un référendum, c'est quand même national. Et on ne sait pas à quelle date ça va avoir lieu. On ne sait pas avec quel mécanisme exactement. Or, c'est même le type d'élection peut-être qui n'est pas assez courant dans notre pays depuis 1991, après l'adoption de la première constitution, donc la constitution de la 4e République. Oui. On a pu organiser des référendums, n'est-ce pas? Donc, une telle élection, le président, on lui donne la liberté de nous fixer par rapport à cet événement important, et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas la décision du chef de l'État. Il faut dire qu'on ne sait même pas si réellement on aura ce référendum. Oui, en tout cas, il y a eu beaucoup de débats justement autour de ce référendum, parce qu'il avait été question entre-temps donc de son adoption à l'Assemblée nationale. On a parlé donc de l'organisation d'un référendum aussi, mais jusqu'à présent, en tout cas, aucune date n'a été fixée. Juvenal, est-ce que vous pensez qu'il faut peut-être très vite décider d'une date pour aller à la 5e République? Bien sûr, je pense que nous disons tous autour de cette table que le chef de l'État, manifestement, a du mal à trancher un certain nombre de questions, si bien qu'on tourne en rond. Alors que, de mon point de vue, il a les prérogatives nécessaires pour le faire, il a la légitimité avec lui, il a la légalité avec lui pour le faire. Je ne comprends pas pourquoi, jusque-là, il y a un certain nombre de questions pour lesquelles nous sommes obligés, évidemment, de tergiverser, de tourner en rond, d'aller, de revenir. Ça nous fait perdre du temps et on aurait pu consacrer cela à autre chose. Donc je pense que, de mon point de vue, il est grand temps aussi qu'à un moment donné, on ait un cap précis sur un certain nombre de préoccupations. C'est ça aussi gouverner. Je pense que prendre des décisions, ça peut plaire ou ça peut ne pas plaire, ça peut apporter évidemment un certain nombre, évidemment, ça peut résoudre des préoccupations, ça peut ne pas résoudre d'autres préoccupations, mais aussi on ne peut pas vouloir prendre des décisions et puis plaire à tout le monde. Il faut qu'à un moment donné aussi, on ait aussi le sentiment que nous avançons sur un certain nombre de questions. Et là, je crois qu'à 16 mois, comme le disait Boukari tout à l'heure, à 16 mois évidemment de ces élections, en supposant qu'elles aient lieu, c'est quand même dommage
que nous en soyons encore au stade à nous poser des questions sur le oui ou non ces échéances pourront se tenir. D'accord. Oui, alors on a vu qu'il y a eu également des recommandations. Ce ne sont pas seulement donc des décisions consensuelles qui ont été prises donc lors de ce dialogue politique. Il y a eu des recommandations, notamment donc en ce qui concerne la réconciliation nationale. Les acteurs, en tout cas, se sont entendus sur le fait que la réconciliation nationale doit être fondée sur le triptyque vérité, justice, réconciliation, et qu'il faut également un élargissement donc des concertations sur la réconciliation nationale aux autres couches de la société afin de prendre en compte le plus grand nombre d'opinions sur cette question. Alors, c'était également un point d'achoppement entre les deux camps. Comment vous analysez finalement le résultat obtenu? Je pense que, comme on l'a dit pour toutes les autres questions, comme celle de la question de la réconciliation nationale, le dialogue politique est un premier pas. Forcément, pour la question de la réconciliation nationale, on connaît maintenant les positions de l'opposition et de la majorité sur cette question, sur la démarche à suivre. Il va forcément agrandir le cadre pour recueillir également les contributions de ceux-là qui sont les premiers, en tout cas concernés notamment les Burkinabés dans leur assemblée. Donc, comme pour les tous autres points, on a parlé de l'implication du président du Faso, notamment pour certaines résolutions. On a parlé de la nécessité de poursuivre certaines autres questions. Aujourd'hui, on a un premier pas, on a une première proposition, en tout cas concrète, autour de la question de la réconciliation nationale. Forcément, il va falloir trouver un autre cadre pour définitivement adopter une démarche envers la réconciliation nationale. On a vu un peu l'idée émise par les acteurs politiques autour de cette table de tous s'impliquer au niveau du Ashkurum pour que l'Ashkurum puisse véritablement prendre la pleine mesure de sa fonction. Vu l'expérience avec le Ashkurum, est-ce que c'est véritablement la solution à adopter ou il faut un autre cadre? Je pense que les Burkinabés aussi ont les mots à dire à présent. D'accord, oui. Ouba, sur cette question de réconciliation. Et sur la réconciliation nationale, je crois qu'ils ont redit, de mon point de vue, ce qu'on a déjà entendu. Le triptyque vérité, justice, réconciliation, c'est ce qui avait été recommandé depuis longtemps, en tout cas quand on écoute l'opinion et plus particulièrement aussi la majorité présidentielle. Peut-être que l'opposition aurait pu avoir une contre-proposition, mais ils n'ont jamais dit véritablement qu'ils sont contre la vérité, qu'ils sont contre la justice, même s'ils ont l'habitude de mettre l'accent sur la réconciliation. Donc d'aucuns ont explicité que la réconciliation passe d'abord par la vérité et la justice ensuite avant d'aboutir à la réconciliation. Et à l'occasion de ce dialogue-là, je crois que les deux parties sont d'accord sur ça. Un point qui doit certainement contribuer à cette réconciliation, ils ont évoqué la question de l'indemnisation donc des victimes de l'insurrection populaire, même s'ils ont en même temps ajouté toutes les autres victimes des violences politiques depuis 1960 qui n'auraient pas été indemnisées. Donc à ce niveau, je crois que c'est un point apparemment qui tient beaucoup à cœur à l'opposition. On dira que dans le camp de l'ancienne majorité, il y a quand même beaucoup de gens qui ont perdu gros dans cette insurrection donc des 30 et 31 octobre, et je crois que déjà l'indemnisation de ces personnes-là telle que proposée, si ça arrivait, ça allait apaiser certaines personnes. Et dans l'autre camp, vous savez que c'est surtout des dossiers, j'allais dire, de crimes, parce que des gens ont perdu leurs proches, ils veulent que véritablement il y ait justice par rapport à ça, qu'il y ait vérité. Et à ce niveau, il faut ajouter le fait qu'au niveau du tribunal militaire, le procès du putsch avance bien, et qu'il a même annoncé aussi un procès donc, de l'insurrection populaire. Je crois, en tout cas, il y a des projections qui avaient été faites. Voilà, plus tard en octobre, on aura certainement des précisions par rapport à ça. Donc je crois que tout ça, ça va concourir certainement à mieux éclairer le chemin vers la réconciliation nationale. Alors, la question du retour des exilés avait semblé être, en tout cas, le nœud gordien donc, de ces discussions autour donc, de cette réconciliation. Mais on a l'impression qu'ici, les différents camps, en tout cas les différentes parties, ont pu trouver un consensus et ne pas faire donc, de ce retour des exilés donc, une question non consensuelle qui bloque l'avancée donc du dialogue. Oui, parce que c'est une question éminemment délicate, tout comme les autres sujets qui ont été abordés. Et sur ce point, je suis resté un peu sur ma faim, parce que il y a des questions que ce face-à-face entre opposition et majorité ne pouvait pas trancher.
de mon point de vue, il manquait un acteur, c'était la société civile. Parce qu'il y a des questions, il y a des préoccupations qui ont été abordées là-bas. Elles ne peuvent pas être tranchées entre l'opposition et la majorité. Elles ont besoin forcément qu'il y ait un troisième acteur, la société civile. En l'occurrence, il y a une recommandation. Dans la recommandation, en tout cas, on a dit qu'il faut élargir donc, cette question aux autres acteurs de la société. Tout à fait. Sans agenda, on ne sait pas quand. Tout à fait. Mais je pense qu'on n'avait pas besoin de cette règle. C'est même une évidence. On ne peut pas aller à un débat à un débat entre opposition et majorité, laisser de côté une partie, je dirais, de la société civile, et même les religieux et les coutumiers autres, et après venir prendre une recommandation, dire ah oui, ben, il faut les inclure. Mais il aurait fallu les inclure avant. C'était une évidence. Je crois que on veut. Mais ça, c'était un dialogue entre acteurs politiques, pas un dialogue national, j'allais dire. Oui, mais un dialogue politique. Voilà pourquoi, de mon point de vue, ce dialogue ne pouvait pas aboutir à un certain nombre de préoccupations s'il reste au champ, évidemment, d'un face-à-face entre opposition et majorité. Le dialogue politique suppose aujourd'hui qu'il y ait tous les acteurs autour d'une table et non pas simplement, je dirais, ce face-à-face opposition-majorité qui, de mon point de vue, ne peut pas aller au-delà parce que, regardez, au moment où se déroulait ce dialogue politique, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que le MPP était en train de tenir meeting en Côte d'Ivoire, et même certains partis de l'opposition étaient en train de tenir meeting au moment même où se tenait ce dialogue politique. Alors, allez me convaincre que finalement, il y a de la sincérité autour de ce débat. Moi, je dis qu'il aurait fallu intégrer ici et maintenant ces acteurs qu'on a mentionnés dans cette recommandation. Et oui, non pas... pour trouver donc une solution très vite à certaines questions. Tout à fait. Oui, Ouba veut réagir très rapidement. C'était par rapport à l'appellation même dialogue politique. C'est pas parce que c'est un dialogue politique qu'il faut seulement mettre face à face des hommes politiques. Sinon, pour moi, si c'est cela, c'est que c'est un dialogue de politiciens. Donc, on même parler de causerie entre politiciens. Sinon, la question politique n'est pas du monopole des hommes politiques. Même en prenant la question électorale tout simplement, ne disons pas qu'on puisse tolérer que l'opposition et la majorité aillent s'asseoir et puis s'entendre sur comment organiser les élections de 2020 sans avoir associé toutes les couches de la société civile. Encore, il faut signaler que lors de ce dialogue-là, il y a pas mal d'hommes politiques aussi qui ont été exclus. Parce qu'il fallait appartenir forcément à l'un des deux camps, c'est-à-dire être de la majorité présidentielle ou être affilié au chef de file de l'opposition politique. Mais il y a quand même pas mal de partis politiques ou de leaders politiques au Burkina aujourd'hui qui ne se sont pas affiliés ni à la PMP, ni au CEFOP. Oui. Donc ces personnes aussi ont quand même leur voix qui compte. Donc c'est pour dire que ceux qui étaient là-bas, ils n'ont pas toute la légitimité pour décider même des questions purement, qu'on dira, politiques comme les élections. Je vois des points qui, de mon point de vue, pourront faire des gorges chaudes, parce que c'est des ententes entre des hommes politiques. Vous pensez à quoi exactement? À propos du quota genre. Je vois quelque part, il est dit qu'il propose qu'on supprime le fait qu'on puisse rejeter une liste électorale lorsque la liste ne respecte pas les 30% de femmes. Bon. Ou de l'autre sexe. Là, c'est pour dire justement que c'est une entente entre des hommes politiques. Au niveau national et jusqu'au niveau de la Constitution, nous avons inscrit la question des gens comme étant quelque chose de fondamental. Donc, on ne peut pas comprendre que des hommes politiques puissent dire qu'il faut supprimer le fait qu'on rejette. Mais est-ce que justement, ce n'est pas au regard des difficultés que les hommes politiques rencontrent sur le terrain pour peut-être mettre des femmes sur les listes? On a peut-être une volonté, mais dans la réalité, ça pose problème. Ils n'ont pas encore prouvé que c'est parce qu'il n'y a pas de femmes qu'on n'arrive pas à les mettre sur les listes, mais peut-être parce que des hommes ne veulent pas céder leur place. Mais je pense que la question est revenue deux fois, par exemple, même dans la formation des gouvernements, par exemple, que ce soit sous Paul Kabatieba ou sous l'actuel Premier ministre Christophe Dabiré, la question du genre est revenue. On a dit qu'on a cherché que les femmes ne veulent pas s'impliquer ou s'engager en politique. Donc ça pose un problème. Si c'est le cas, qu'on arrête le débat du genre. Si on s'est imposé des normes, si on s'est imposé des minima, qu'on fasse tout l'effort pour respecter ça. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est un quota de 30%. Je n'étais pas là-bas quand on fixait les 30%. Pourquoi on n'a pas dit 5%, on n'a pas dit 10%. Donc, moi, je ne suis pas un défenseur de cette question de genre-là. Si on balaye la question aujourd'hui, moi, ça ne me ferait peut-être ni chaud ni froid. Mais je dis au niveau national, on a pris des engagements, même au niveau international.
par rapport à cette question de genre-là. Donc, si on a pris des engagements, il faut c'est les les acteurs respecter. politiques de faire l'effort de respecter ça. Donc, on ne va pas aménager des textes pour pouvoir justement, de mon point de vue, violer un engagement qu'on a pris. D'accord, on a bien compris votre position, on est pris par le temps, on a commencé avec beaucoup de retard, donc il faut qu'on avance dans les discussions. Alors le sujet donc de ce dialogue politique a longuement été abordé donc lors de la conférence de presse de l'APMP. Alors on ne va pas revenir donc sur ce qui a été dit concernant le dialogue politique, mais Simon Compaoré en tout cas s'est félicité des conclusions de ce dialogue politique. Mais le porte-parole de l'APMP donc a abordé d'autres sujets, réagissant par exemple donc aux propos du général Lecointre, chef d'état-major des armées françaises, qui a dit en substance que si donc l'armée française se retirait donc des pays du G5, ceci donc allait s'effondrer sur eux-mêmes. Simon Compaoré dit à ce propos, je cite, c'est une insulte à notre peuple, à notre intelligence. Quelle réaction, Hyacinthe? Bon, je pense que la sortie de l'APMP et de Simon Compaoré a eu plusieurs aspects assez croustillants journalistiquement parlant, connaissant l'homme, connaissant son verbe. Pour ce qui est de cette position vis-à-vis de la France, je pense que c'est une porte enfoncée par le président de l'APMP, le coordinateur de l'APMP, parce que il fallait répondre certainement au général Lecointre. Il est certain aujourd'hui que le Burkina, sans le G5 Sahel ou sans la France ou sans le monde, va trouver le moyen de résister à ces assaillants. Donc, quel que soit le pays du G5 Sahel, je pense qu'il est vrai que l'union fait la force, mais il ne faut pas aussi diminuer, pour pas autant que se faire, la capacité de résilience de nos pays. Mais tout est dans ce qu'on apporte aussi comme appel au secours aux forces, notamment du général Lecointre, qui lui permet de tenir de tels propos. Donc je pense que c'est bien de considérer que c'est une insulte, mais l'insulte suprême serait demain d'appeler le général Lecointre pour des manœuvres aussi simples pour une armée nationale qu'une frappe aérienne. Qu'on ait besoin de l'armée française, il va sans dire qu'il peut considérer qu'on a en tout cas beaucoup de schémas à parcourir pour pouvoir se défendre nous-mêmes. Donc je pense que c'est vraiment, il y a la sortie, comme je l'ai dit, à beaucoup de points, peut-être on va aborder les autres points, mais au-delà des réponses verbales, en tout cas au général Lecointre, il y a des réponses qu'il faut apporter sur le terrain auprès de l'armée burkinabé déjà, et aussi que ce fameux G5 Sahel, en tout cas la force conjointe, soit à même de nous sécuriser pour qu'on n'ait pas besoin d'une aide, quelle qu'elle soit. Oui, alors, Juvenal. Je pense que pour une insulte, la réponse me semble être assez légère quand même. Si je considère qu'il a insulté notre pays, je pense que la réponse, de mon point de vue, se trouve ailleurs. Aucun État aujourd'hui, je le dis et je le répète, les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Voilà, c'est aussi simple que cela, si on l'a compris. Je pense que tout le reste, ça va de soi. Aucun pays ne va envoyer ses soldats dans un autre pays simplement parce qu'il a envie, je sais pas moi, de gérer une coopération, ça n'existe nulle part. Donc si la France envoie ses soldats, évidemment, en Afrique, au Burkina, au Mali, au Niger, ce n'est pas pour nous défendre, c'est parce qu'elle a intérêt à envoyer ses soldats. Donc c'est à nous de trouver évidemment les moyens, de telle sorte qu'une autre armée ou d'autres armées, des armées d'autres pays, ne viennent pas faire le travail à notre place. Sinon, évidemment, on en sera toujours à ce stade parce que... Mais sur ce point, par exemple, Simon Compaoré réplique en disant que nos anciens combattants aussi ont aidé à libérer la France de l'ennemi en son temps, à plusieurs reprises d'ailleurs. On parle, à mon avis, aujourd'hui on parle du présent, on ne parle pas de la période de la guerre, je sais pas moi, de la guerre mondiale. Il répond, il y a un décalage entre les réponses. On parle évidemment d'insécurité au XXIe siècle. Non, mais ça veut dire que la France aussi puissante qu'elle soit, elle a eu besoin d'autres armées, d'autres forces pour peut-être pouvoir faire face à une situation qu'elle vivait. Oui, mais dans le temps présent, est-ce que cette réponse, à quoi ça nous amène aujourd'hui de nous rappeler à chaque fois que oui, nos parents ont défendu la France? Ça ne répond pas aujourd'hui, à mon avis, à la question qui est posée. Le général Lecointre, aujourd'hui, a eu des propos selon lesquels, évidemment,
si l'armée française n'était pas intervenue, évidemment, les pays du Sahel s'effondreraient sur eux-mêmes. C'est ça qui est important. Le reste, oui, le passé colonial, précolonial, tout ça, je pense que ça ne résout pas. Donc pour vous, il faut donc que les pays donc, du G5 Sahel trouvent les moyens de se défendre de façon indépendante sans donc, la France. C'est aussi simple que cela. Chaque fois que, tant que nos pays n'auront pas la capacité aujourd'hui de monter évidemment une Afrique de la défense, parce que c'est ça qui est le problème aujourd'hui. On a eu des tentatives avortées, il y a eu évidemment la force en attente de l'Union africaine qui patine aujourd'hui. Regardez aujourd'hui les mécanismes régionaux de de création des forces militaires, ça ne marche pas. Regardez évidemment le G5 Sahel. La force aujourd'hui est créée en Afrique. L'argent doit venir évidemment de l'Europe. Donc, Monsieur Simon Compaoré et les autres chefs, ils auraient mieux fait même de répondre autrement évidemment au général Lecointre que de tomber, à mon avis, dans un débat qui n'a pas, à mon avis, qui ne nous apporte pas plus de solutions qu'on en a déjà. C'est le plus important aujourd'hui. Est-ce que nos armées aujourd'hui, africaines qu'elles soient, est-ce qu'elles peuvent aujourd'hui, en toute sincérité, nous apporter la sécurité nécessaire sans avoir recours évidemment à l'aide extérieure. À l'aide extérieure. Voilà, oui, on a bien compris votre position. Woba. Là-dessus, on peut comprendre la réaction plus ou moins de Simon Compaoré, parce que tous autant que nous sommes, nous pouvons être choqués par de tels propos. Mais ce n'est pas pour autant tout à fait faux. Il faut souvent regarder la réalité de face. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012 quand les djihadistes ont commencé à prendre le Mali? Après avoir occupé le nord, après avoir pris les grandes villes du centre, mais c'est Bamako qui était menacé. Ils étaient au port de Bamako lorsque l'armée française est intervenue pour stopper la progression des djihadistes. Bon, c'est pour dire quoi? Il y a certainement des débats autour donc, de cette intervention française. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. On peut estimer que la France est à la fois le pyromane et le pompier. C'est peut-être ça. Donc c'est pour dire que si la France arrête d'aider les pays africains à faire face au terrorisme, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est peut-être d'arrêter de soutenir, d'être en complicité, d'être en amitié, ami avec des groupes terroristes qui éventuellement menacent notre sécurité. C'est là où justement on peut arrêter cette menace-là. Sinon, si l'armée française aujourd'hui arrête d'intervenir en Afrique, alors que nous continuons de soupçonner la France d'être derrière ceux-là qui nous attaquent, mais on n'aura pas résolu le problème. Donc je dis qu'en 2012, effectivement, dans la crise malienne, là, on aurait pu voir des djihadistes qui prenaient Bamako. Ça pouvait arriver. Donc aujourd'hui encore, nous sommes toujours sous cette menace donc, terroriste-là. Et la présence de l'armée française ou de toute autre armée, personne ne le souhaite. Aujourd'hui, on souhaite justement que ces gens-là... Justement, est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans la France? Je ne sais pas trop. Je sais qu'il y a un minimum que nos pays doivent faire, que nos armées doivent faire. Posons-nous la question, est-ce que nous arrivons à faire ce minimum-là? Je crois que, je le dis bien, ce n'est pas l'intervention armée qui est la solution. La solution, c'est de savoir qui est derrière ceux qui nous attaquent. Et aujourd'hui, je vous dis, c'est une question qui n'est pas claire. C'est une question qui n'est pas claire. Ces groupes qui nous attaquent là, comment comprendre qu'ils soient aussi armés, comme on le dit souvent? Comment comprendre qu'ils sont dans nos pays, ils sont dans des endroits où personne n'a accès? Le cas du Mali, Kidal, est un exemple assez patent. Donc ça, pour moi, c'est des interrogations qui sont plus importantes. Donc c'est aller à l'origine, à la racine du problème. Si on résout le problème à la racine, on n'aura même pas besoin de quelqu'un pour nous aider à stopper une menace terroriste, puisque peut-être elle n'existerait même pas. Donc il faut couper les intérêts à la racine. D'accord, on va s'arrêter là pour ce sujet. Parce que, un élément, puisque si on répond à ce général français, donc Lecointre, quand même, avec des mots peut-être pas très amicaux, mais il a réagi également, oui, pas diplomatique, il a réagi également à une intervention de l'ambassadeur de France au Burkina. Et là, il a été beaucoup plus diplomatique. En fait, je le vois dans deux registres. Il dit de l'autre côté que c'est une injure, mais quand on lui pose la question par rapport aux propos de l'ambassadeur français, il dit non, que c'est sa liberté d'expression, dont tout le monde est... Bon, donc le général Lecointre, lui, n'avait pas la liberté d'expression de penser que si la France retire les pays, peut s'effondrer. Donc voilà. Donc je trouve que
Et il n'a pas eu la même constance sur les deux. Il aurait pu dire, bon, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent, nous progressons, ou alors il aurait pu considérer que ce que l'ambassadeur français a dit aussi, qui n'est pas de mon point de vue différent de ce que le général français l'a dit, donc ce sont tous des injures. D'accord, alors on va progresser dans cette émission pour parler donc de la création hier seulement à Tenkodogo du parti du professeur Augustin Louada. Donc je pense que le parti s'appelle le Mouvement patriotique pour le salut. Alors c'est hier que le parti a été officiellement lancé. Il est vrai que donc dans les journaux ou en tout cas dans certains milieux, déjà on parlait de la création prochaine donc de ce parti politique. Comment vous analysez justement l'entrée donc de cet universitaire spécialisé en droit constitutionnel en politique, Hyacinthe? Je pense qu'il est trop tôt pour véritablement analyser un peu son entrée en politique. Il faut attendre de voir déjà son positionnement, puisqu'il se positionne dans l'opposition politique, de le voir se prononcer sur certaines questions nationales pour pouvoir se faire une idée de l'homme politique au-delà donc de l'homme de droit. Mais déjà, moi, il y a quand même une situation qui m'intrigue, c'est que un an jour pour jour, en juillet 2018, il créait un mouvement, le MTT, qui était un mouvement donc... Oui, le mouvement Tagembilum Tamasira, je pense, oui. Qui était donc qui est un mouvement, si on le comprend, donc apolitique. Aujourd'hui, c'est un mouvement politique. Est-ce à comprendre qu'en juillet 2020, on aura un mouvement encore créé par le professeur Louada? C'est la question que je pose, c'est-à-dire quelle est véritablement la ligne. Est-ce que justement il n'est pas allé crescendo, c'est-à-dire créer un mouvement de la société civile? On n'a pas l'adéquation entre ce mouvement-là, comme on l'a eu à l'époque entre certains mouvements d'amis de certaines personnes affiliées plus tard au parti. Aujourd'hui, on n'a pas l'adéquation entre ce mouvement donc, qui est tout en rouge, MTT, avec ce parti politique bleu, si on prend les couleurs, en tout cas, on n'a pas vraiment l'adéquation entre ces deux mouvements. Et c'est la question que je me pose. Quelle est donc la vision du professeur Louada dans quelle est sa stratégie? Et tout ça, je pense qu'il va falloir donner le temps, en tout cas, de pouvoir bien s'informer sur ces questions-là, pour pouvoir analyser véritablement son positionnement dans l'arène politique. Mais je retiens, en tout cas, son entrée comme plusieurs autres acteurs qui se lancent. Et l'une des choses à retenir, c'est la présence, ou sinon l'ombre, de l'ancien Premier ministre, l'ex-général donc Yacouba Isaac Zida, dans ce mouvement, avec également certaines OSC sous la transition, donc qui sont fédérés dans ce mouvement. En tout cas, on a vu certains acteurs qui sont membres de ce mouvement-là. Mais justement, est-ce qu'au regard de tout ça, donc il ne faut pas regarder de près donc ce nouveau parti qui vient d'être lancé, et quand on sait que, vous l'avez dit, hein, le nom du général ou de l'ex-général, comme vous l'avez dit, Yacouba Isaac Zida, qui est ancien chef d'État et ancien Premier ministre, est cité donc comme soutien à ce parti. Est-ce que ce n'est pas un parti justement qui peut troubler ou en tout cas bouleverser la hiérarchie dans l'arène politique? Oui, je pense que j'ai une approche, une remarque de forme et de fond. Hein. Dans la forme, on ne peut pas, nous sommes dans un état de droit où évidemment la liberté d'association est reconnue à vous, à moi et à tous les Burkinabés. Donc on ne peut pas de ce point de vue faire un procès évidemment au professeur Louada, comme à d'autres évidemment, d'avoir des ambitions, de créer des partis politiques et d'estimer évidemment qu'ils peuvent concourir évidemment à la conquête du pouvoir d'État. Donc de ce point de vue, moi je pense que c'est le libre jeu évidemment de la liberté. Maintenant, du point de vue du fond, je suis parfaitement d'accord avec Hyacinthe, parce que je n'arrive pas à comprendre manifestement quel est le schéma qui est proposé. On passe évidemment comme disait, d'un mouvement apolitique en apparence rouge, si j'ai bien compris, à la création d'un parti politique bleu. Bon, entre les deux, il y a des OSC qui flottent. En fait, moi, je pense que je n'arrive pas finalement à trouver, de mon point de vue, les éléments de cohérence que le professeur lui-même enseigne à ses étudiants. Et je perçois à mon avis que c'est tellement difficile finalement d'être évidemment, c'est plus facile de dire que de faire, parce que ce que je perçois dans ce parti politique,
c'est tout à fait ce que le professeur lui-même, évidemment, ironisait lorsqu'il était dans l'opposition, en critiquant, évidemment, lorsqu'il était, je disais, pardon, dans les amphithéâtres. Vous aurez voulu quoi? Que le mouvement MTT se transforme par la suite en parti politique? Ça aurait été plus clair, parce que là, on ne perçoit pas, Hyacinthe le disait très bien, on ne perçoit pas, est-ce que c'est le mouvement qui s'est transformé en parti politique, ou bien est-ce qu'il y a le mouvement d'un côté et il y a évidemment le parti? De mon point de vue, en tant que, je ne lui ferai pas la leçon, en tant que constitutionnaliste, lui-même enseigne évidemment que quand on est de la société civile, on ne peut pas être à la fois de la société civile et en même temps, évidemment, concourir à la société. Donc, je trouve que, quelque part, ce parti politique, il y a une incohérence entre il y a des les choses, deux. voilà. D'accord. Alors, oui, on est très pris par le temps. Alors, on a vu que les universitaires, très rarement, donc, ont réussi, entre griffes, en partie, en tout cas, dans la politique. Chez nous, en tout cas, quand on prend les exemples dans le passé, est-ce qu'on doit compter sur ce nouveau parti de Augustin Loada? Qu'est-ce que je peux dire? On espère que le parti puisse compter. Ces derniers temps, vous l'aurez remarqué, il y a quand même pas mal de partis qui sont créés. Donc, que ce soit des professeurs, que ce soit des gens qui quittent d'autres partis pour en créer. Donc, on a vu le parti professeur Abdoulaye Soma également, constitutionnaliste, qui a créé son parti. Le parti de Taïrou Bari, et j'en oublie. Donc ça fait un peu beaucoup pour cet espace-là. Vous savez, on disait déjà qu'il y a beaucoup de partis politiques au Burkina. On continue d'en créer. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est de voir autant de personnalités quand même qui ont un minimum de crédit, mais qui n'arrivent pas à se mettre ensemble pour poser quelque chose, j'allais dire, de gros. Vous comprenez? On a beau avoir de l'estime pour vous, mais quand vous êtes aussi divisé, comme je crois le percevoir, aussi émietté, mais vous ne pouvez pas impacter la vie nationale. Ce n'est pas possible. Si chacun croit que son heure est venue, mais c'est l'heure de personne. Il faut que les gens comprennent à un certain moment qu'il y a lieu certainement de sortir de certains égos. De s'unir donc pour faire de grands partis politiques. Mais est-ce que justement il ne faut pas faire de petits partis et puis se regrouper à la suite comme on a vu? Non, justement. Avec oui, c'est des tentatives qui, de mon point de vue, c'est très différent. C'est très différent. Le DPMT qui a évolué en CDP, quelque part, ça expliquait aussi d'autres tensions, d'autres divisions qui sont venues plus tard. Parce que des gens essaient de faire une fusion. Mais même à l'intérieur de la fusion, chacun sait d'où il est venu. Et des gens à l'intérieur du même parti où il y a eu une fusion, ils continuent d'évoluer en groupuscule. C'est très différent. Lorsque vous décidez à une assemblée générale constitutive de réunir un panel de personnes, de personnalités et de créer un parti. Donc le parti qui va naître même, c'est le parti de tout le monde à la fois. C'est pas que chacun est venu avec son parti et puis on en a fait un parti unifié. Donc c'est très différent. Moi, en termes de démarche aujourd'hui, les partis que je vois se créer, Juvenal le disait, c'est le jeu démocratique, c'est la liberté de tout le monde. Donc de ce point de vue, il n'y a pas de débat. Seulement, je pose le débat sur la démarche, l'opportunité, sur la pertinence de cette façon de faire. D'accord. Alors, on aurait pu en tout cas parler beaucoup plus donc de cette actualité, mais on n'a pris pas le temps. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir donc sur la création de ce parti politique. On va parler sport. En tout cas, avec donc la désignation donc d'un nouveau sélectionneur pour les étalons, à la personne donc de Kamou Malo, donc qui a pris donc les rênes donc de l'encadrement technique des étalons. Donc, qu'est-ce que vous pensez donc de ce choix de la Fédération burkinabé de football? Est-ce que Kamou Malo est l'homme qu'il faut justement pour qualifier les étalons pour la CAN 2021? Hyacinthe. Je pense que l'expression la balle est dans son camp n'a jamais été si expressive. L'homme qu'il faut ou pas, ça je pense que le jury qui a été mis en place par la fédération a étudié les différents dossiers, étant donné que la question de sélectionneur national en tout cas a été posée. Lorsqu'on regarde son CV en tout cas par rapport aux autres sélectionneurs nationaux, je pense qu'il y a de quoi en tout cas juger qu'il peut
prétendre à ce poste-là. Donc aujourd'hui, la balle est véritablement dans son camp. Pour moi, il y a deux choses. Il faut s'affranchir véritablement de tout ce qu'il y a comme pression qu'on voit là habituellement sur le coaching de staff au niveau de la fédération, même de certains politiques, donc pour le choix même de joueurs, pour certaines activités donc entrant dans le cadre de l'équipe nationale. Donc il va falloir s'affranchir de cela, mais aussi avoir une certaine mainmise sur son équipe. Il va falloir faire un choix d'hommes et de joueurs, qui sont en forme, mais également ne pas avoir ce complexe-là qui pourrait générer son style de sélection nationale vis-à-vis des joueurs qui jouent peut-être dans des grands clubs à l'international. Donc je pense que c'est lui-même qui doit aujourd'hui jouer ce ballon-là et se fonder sur une chose. Aujourd'hui, c'est l'unanimité sur tous ceux qui, en tout cas, s'intéressent au football national, que son choix est judicieux. Les gens, en tout cas, on a bien compris, on n'a plus parlé un choix judicieux. Est-ce que vous pensez la même chose? Parce qu'il y a des gens qui critiquent ce choix, qui disent qu'il n'a pas l'expérience qu'il nous faut, parce qu'il n'a jamais entraîné une équipe nationale, il n'a pas l'expérience de certaines compétitions comme la CAN. Qu'en pensez-vous? En 30 secondes, parce que, voilà, dans une minute, il faut qu'on rentre l'antenne. Oui, je pense que c'est à lui, évidemment, de faire la preuve, de démentir, enfin, pas de démentir, de montrer qu'évidemment, on peut faire confiance à l'école locale, évidemment, du coaching. Donc, je pense que c'est vrai, il a probablement un certain nombre d'insuffisances, comme tous les entraîneurs d'ailleurs. Maintenant, je pense qu'il y a trop de pression aussi autour de ce coach. Il faut le laisser, évidemment, travailler. Il faut aussi éviter, à mon avis, trop de pression, de telle sorte que lui-même, finalement, prenne la charge tellement lourde que finalement, à un moment donné, on se dise, bon, voilà, on a fait confiance au coach, à un coach local. Voilà, donc je pense qu'il faut être, à mon avis, il faut le laisser travailler. Voilà, il faut que les gens s'apaisent un peu et permettent évidemment de travailler. Sinon, je pense qu'il y a un peu trop de pression aussi autour de cette affaire du coach national. Oui, le dernier mot, Ouba, en 40 secondes. Je pense qu'on va attendre Kamou Malo, je ne sais pas si c'est au pied du mur, mais si c'est au pied du micro. Voilà. Voilà, donc on attend de le voir sur le banc, effectivement, donc de la sélection nationale. Et l'objectif qui lui a été fixé, c'est au moins que nous ne soyons pas absents au Cameroun en 2021, comme ça a été le cas jusqu'en huitième de finale en Égypte, qu'on puisse franchir aussi les matchs de poule. Je crois que ce serait déjà une très bonne chose. Sinon, pour la personnalité, je crois qu'il faut toujours essayer. Pour moi, l'heure des sorciers blancs est révolue. Et la dernière, quand l'a prouvé, on a vu combien d'entraîneurs, qu'on dira, locaux sont arrivés dans le dernier carré. Je crois que c'est une bonne chose qu'on veuille essayer aussi. Quelqu'un comme Kamou Malo qui a quand même un minimum d'expérience, même si ça reste une expérience locale. Merci en tout cas à tous pour vos différentes analyses. On est donc au terme de cette émission. On a perdu beaucoup de temps au départ. Ce sont des sujets sur lesquels nous reviendrons certainement dans nos prochaines émissions. Merci de votre fidélité. Passez un agréable dimanche. On se retrouve donc dimanche prochain si Dieu le veut.